est en place. C'est pas toi qui es censé me relever? Ne sois pas ridicule. On va le descendre, t'es au courant? Morpheus croit que c'est l'élu. Et toi? Peu importe ce que je crois. Tu en doutes, non? Tu as entendu? Quoi? Tu es sûr que la ligne est protégée? Bien sûr, j'en suis sûr. Il faut que je raccroche. L'économiste américain Robert Axelrod, dans les années 80, a fait une expérience très éclairante à propos de l'évolution de la coopération. Il a fait fabriquer par ses amis des sociologues, des psychologues, des économistes, des philosophes, des petits logiciels, ce que j'appellerais des hygiènes, d'accord, des agents logiciels, souvent de quelques dizaines d'instructions au maximum, c'est pas très compliqué, qui tous avaient pour but de jouer au même jeu, d'accord. Bon, peu importe le jeu, mais le principe du jeu en question était le suivant. Les agents logiciels qui coopéraient étaient moins bien rétribués dans le jeu, gagnaient moins que ceux qui trahissaient leurs partenaires. D'accord ? Évidemment, les grands perdants étaient ceux qui étaient trahis. Donc il y avait trois catégories d'agents. Hein. Ceux qui étaient trahis, qui perdaient. Ceux qui trahissaient, qui gagnaient, en tout cas à court terme, qui gagnaient. Et ceux qui coopéraient. D'accord ? Et il a donc fait lutter entre eux sur une arène virtuelle ces différents logiciels pour voir ce que ça donnait. Et au bout du tournoi en question, les agents qui pratiquaient le jeu de la coopération gagnaient. Donc ça, c'était déjà assez intéressant. Mais le plus intéressant, c'est que il a ensuite organisé un deuxième tournoi, un second tournoi. Et donc, lors du second tournoi, évidemment, tous les joueurs avaient bien compris qu'il fallait jouer le jeu de la coopération, d'accord ? Et donc, vous voyez que là, on a donc une seconde génération d'hygiènes, filles de la première, mais avec des modifications. On a donc des hygiènes qui ont muté, en quelque sorte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a vu effectivement que, une fois de plus, certains de ces logiciels, ceux qui coopéraient le mieux, gagnaient le tournoi. Et de génération en génération, qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement les logiciels utilisant le modèle de la coopération se comportaient bien, mais ils obligeaient les autres à rentrer dans le jeu de la coopération. Et c'est ainsi que Axelrod a démontré que, à long terme, coopérer est toujours préférable à d'autres comportements d'exploitation ou de trahison de ses partenaires. Mais la grande différence, qui est très intéressante de notre point de vue, c'est que ce jeu ne peut fonctionner que si les joueurs ne connaissent pas le moment où il prendra fin. Pourquoi ? Parce que si vous savez qu'au prochain coup, tout s'arrête et qu'on calcule les gains et les pertes de chacun, vous avez intérêt à trahir pour au moins ramasser un dernier gain. D'accord ? Et c'est la raison pour laquelle l'homme ne peut pas jouer correctement le jeu de la coopération, parce que l'homme est le seul être vivant à avoir conscience de sa finitude. Pour bien jouer ce jeu de la coopération, il faut soit être immortel, soit être inconscient de sa finitude. Et c'est la raison pour laquelle on coopère bien, les plantes coopèrent bien, les animaux coopèrent bien, en particulier les animaux les plus basiques, les virus, les bactéries, etc., etc. Et les organisations coopèrent bien. Mais l'homme, lui, ne coopère pas bien. Et c'est la raison pour laquelle je dis que le successeur a un atout fabuleux par rapport à l'homme, c'est que, ayant conscience de sa finitude, il joue mieux le jeu de la coopération, dont nous savons qu'il est plus payant à long terme que l'homme. Les frontières entre l'inerte et le vivant commencent à devenir très floues. Entre le délire et la sagesse également. Mais si le supra-organisme planétaire devient si malin que ça, on lui demandera un conseil. Peut-être qu'il pourra nous expliquer comment leur apprendre à coopérer.